Donc bonjour à tous et merci d'être présent pour ce talk. Donc c'est sur la stack élastique et c'est animé par David Pilato. Donc avant de plonger dans le sujet, je voulais juste faire un petit laïus rapide pour nous présenter. Donc voilà, nous sommes Beastie Job, nous sommes un collectif de freelance IT et nous avons pour ambition de proposer aux freelances des missions qui les intéressent vraiment et aux sociétés des freelances qui leur correspondent réellement, et tout ça sans bullshit, sans prendre de marge et en toute transparence. Voilà. Et en bon geek, nous aimons échanger sur des sujets de tech, hein, et c'est pour ça qu'on organise des BBL réguliers. Donc maintenant, je laisse la parole à David pour se présenter et commencer. Je vous souhaite un bon talk, de bons sandwichs, et voilà, c'est tout. Merci. À Ok, toi, David. merci. Ouais, bonjour à tous. Voilà, j'étais muté. J'avais pas appuyé sur le bon bouton. Sébastien, du coup, je vais te couper pour l'instant le micro. Bienvenue pour cette session. C'est, je pense, la première fois que je fais un BBL en ligne et que du coup, je vais peut-être obtenir des sandwichs virtuels. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, vous avez vu qu'il y a une fenêtre de chat si vous avez besoin de poser des questions pendant la session ou d'interrompre. Vous pouvez aussi prendre la parole avec le micro. C'est même plus facile. La session est enregistrée, donc normalement, à la fin, on devrait pouvoir retrouver ça en ligne, si tout se passe bien. Et voilà, et donc je vais pouvoir démarrer. Ce qu'il faut que je fasse ici, hop, le partage. Normalement, on va voir mon écran avec quelques slides. Donc, je vais commencer par quelques slides, et puis après, on va assez vite passer dans la technique. Donc moi, je m'appelle David Pilato, et j'ai rejoint Elastic en 2013, donc ça fait un peu plus de 7 ans que je suis chez Elastic. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire au cours de la session est en fait... j'ai un avis qui est complètement biaisé maintenant, où je suis plus neutre dans mes propos, et je pense que ça y est, définitivement, je pense Elastic, je dors Elastic, je mange Elastic, enfin, donc je suis de parti pris maintenant. Donc autrement dit, ne me croyez pas si vous avez jamais fait d'Elastic de votre vie, d'Elasticsearch, testez par vous-même, et puis vous vous ferez une opinion. Néanmoins, tout ce que je vous raconte, c'est basé sur ma propre expérience et qui a été constituée quand j'étais en douane, donc c'est la ligne DGDDI douane que vous voyez. Donc en 2005, j'ai rejoint la douane et je travaillais 8 ans là-bas. Et pendant que j'étais en douane, c'est là où j'ai découvert Elasticsearch et que je l'ai mis en place sur des projets douaniers. J'aurai l'occasion de vous parler de quelques cas d'utilisation tout à l'heure. Mais donc à cette époque-là, j'étais complètement neutre et j'ai dit ce projet est un projet d'avenir. Voilà, quoi qu'il arrive, il faut absolument que je bosse là-dessus d'une manière ou d'une autre. J'ai créé du coup la communauté francophone autour d'Elastic et dans l'espace Twitter du JSON que vous voyez là, il y a un Elastic FR. Et typiquement, c'est le compte Twitter à suivre si vous voulez être au courant de ce qui se passe au niveau de la communauté, dont j'aurai l'occasion de reparler à la fin de la session. Alors chez Elastic, on édite une solution logicielle qui s'appelle la suite Elastic, Elastic Stack. Cette solution est composée de plusieurs éléments. L'élément principal, c'est Elasticsearch, c'est vraiment le cœur de la stack. C'est ce dont on va couvrir aujourd'hui au cours de la session. C'est un moteur d'indexation et de recherche qui permet aussi de faire des analytics en temps réel. Ça démarre à l'aide d'une interface HTTP REST JSON. On y envoie des documents au format JSON. Les documents y sont indexés et on est capable de les chercher, le tout en temps quasi réel. Quel que soit le volume, on peut avoir des pétaoctets de données, pourquoi pas. Donc ça, c'est comment fonctionne Elasticsearch et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Au-dessus de tout ça, vous avez Kibana. Kibana, c'est l'outil de visualisation des données que vous avez dans Kibana, mais maintenant, c'est en train de devenir bien plus que ça. C'est l'interface graphique, je dirais, d'accès à tous les outils de la stack Elastic maintenant. C'est au-delà de ce qu'il y a dans Elasticsearch. Et vous allez y trouver des applications qui sont dédiées maintenant. Par exemple, si vous voulez faire des logs, vous avez trouvé une application qui gère des logs. Si vous voulez avoir des informations sur votre infrastructure Kubernetes ou Docker, bah, vous allez avoir une application dédiée à Kubernetes. Si vous voulez faire de la sécurité, bah, vous avez une application
ce qui s'appelle SIEM, qui va permettre de Security Analytics, etc., etc. Donc Kibana, c'est un peu plus d'utilisation. On va le voir au cours de la session. On va juste voir une partie qui s'appelle DevTools, qui permet de passer des commandes dans Kibana. Et puis on verra un petit peu le Kibana historique, je dirais, quelques visualisations, comment on fait ça, comment on fait des dashboards, et puis un petit tour sur Canvas, on fera aussi. En dessous de tout ça, vous avez une couche d'ingestion, Bits, Logstash et un serveur APM aussi. Bits et Logstash, je vais en reparler dans une petite minute. APM, c'est pour faire du Application Performance Monitoring. Et ça vous permet en fait de démarrer votre application avec un agent. Donc si vous faites du Java par exemple, vous démarrez votre JVM avec l'option Java Agent. Vous fournissez le jar de APM et il va instrumenter votre code en fait au fur et à mesure que le code s'exécute en production et il va envoyer les informations vers un serveur APM. Tout va y être et le serveur APM va envoyer vers Elasticsearch des informations pour y être indexées. Et dans Kibana, vous trouverez une application APM qui va vous permettre de comprendre où sont les ralentissements dans votre code, à quoi c'était lié. Si vous faites des microservices, vous allez pouvoir vous balader d'un microservice à un autre. Donc ça fait du distributed tracing en fait. Et voilà, et tout ça, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe en production sur votre application et finalement, quelle est la requête SQL, par exemple, qui a mis beaucoup de temps à s'exécuter. Au cours de la session, quand je vais vous parler d'une fonctionnalité, sachez qu'elle est gratuite et elle est disponible dans la licence qui s'appelle Basic chez Elastic, donc qui est une licence qui est gratuite. Si je vous parle de fonctionnalités qui sont payantes, à ce moment-là, dans la session, je vous dirai explicitement, attention, cette fonctionnalité est payante, mais considérez que tout ce que je vous dis là aujourd'hui est dans la version gratuite. Donc vous pouvez télécharger la suite Elastic vous-même, et puis vous la déployez vous-même, et vous installez, vous configurez, etc. Ou sinon, vous avez une solution qui s'appelle Elastic Cloud Entreprise, qui là est soumise à licence, donc c'est commercial, c'est payant. Ça vous permet de déployer dans les entreprises dans lesquelles vous êtes du Elastic as a Service, en fait, et de fournir un service à la demande où chacun peut provisionner des clusters, etc. Tout est provisionné, la sécurité, les logins, les passwords, le Kibana, le serveur APM et toutes ces choses-là. Ce logiciel qui s'appelle Elastic Cloud Entreprise, en fait, c'est le même logiciel qu'on utilise dans notre offre SaaS. Et si vous avez besoin d'avoir un Elastic as a Service dans le cloud, je vous recommande d'utiliser cette offre-là, puisque vous aurez tout de provisionné, et ça utilise le même logiciel. Alors, il y a une question qui a été posée, est-ce que APM c'est seulement pour la JVM? Non, non, ça fonctionne aussi sur le front-end, si tu veux, dans des applications en Python, je pense qu'il y a des agents en Go aussi, il y a des agents .NET aussi. Donc il y a tout un tas d'agents pour tout un tas de langages différents et de plateformes différentes qui existent. Alors l'architecture que vous pouvez avoir avec la suite Elastic, donc ça c'est une partie de ce que vous pouvez faire, mais on y retrouve les composants principaux dont j'ai parlé. Je n'ai pas parlé dans le détail de Bits et Logstash. Donc Bits, ce sont des petits agents, c'est écrit en Go, et ces agents vont permettre de collecter de la donnée en fonction du cas d'utilisation. Par exemple, vous avez FileBit qui va vous permettre de collecter des logs et faire du streaming de vos logs vers Elasticsearch pour y être indexé, et vous allez pouvoir ensuite visualiser ça dans Kibana. MetricBit, ça va être tout ce qui est métrique OS ou métrique applicatif, ça va être collecté de la même façon, envoyé vers Elasticsearch, et vous allez pouvoir visualiser ça dans Kibana. PacketBit va se mettre à l'écoute de la carte réseau, va faire une sorte de Wireshark sur la carte réseau, décortiquer les protocoles qu'il connaît, indexer ça dans Elasticsearch de la même façon, etc., etc. AuditBit pour tout ce qui est audit de sécurité, Heartbeat pour tester vos services, que vos services sont fonctionnels ou pas, en combien de temps ils répondent, etc., etc. Que ce soit sur du HTTP, sur du TCP, ou des pings de ce type-là. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire avec Heartbeat. Donc, il y a tout un tas de composants en bits qui existent, que vous pouvez activer. Logstash, c'est un ETL. Donc, lui, il permet de faire de l'extraction depuis une source. Ça peut être extraire depuis Bits. Donc, Bits pourrait envoyer ces fichiers de log, imaginons, non pas vers Elasticsearch directement, mais vers Logstash. Et comme c'est un ETL, il est capable de faire de la transformation à la volée. Donc, ça va plus loin que simplement transformer en JSON une ligne de log. Ça peut être plein d'autres choses.
faire du parsing avec des expressions régulières, faire de l'enrichissement, par exemple aller faire un lookup dans une base de données relationnelle pour enrichir l'événement qui a été collecté via Filebit, et ensuite envoyer le résultat vers Elasticsearch ou archiver vers Amazon S3 des logs enrichis, pourquoi pas. Les bits sont aussi capables d'écrire vers des queues de messagerie comme Kafka, Redis par exemple. Donc vous pouvez aussi mettre Logstash qui va lire une queue de messagerie Kafka en entrée et puis ensuite envoyer vers Elasticsearch pour indexer le contenu. La dernière partie de l'architecture, c'est la partie qui est à droite. Donc je vous ai dit qu'on pouvait connecter Kibana à Elasticsearch, mais évidemment, on peut aussi avoir ses propres interfaces graphiques. Donc on peut connecter, je sais pas, du AngularJS, du D3, ce que vous voulez, du React, sur Elasticsearch directement. Ou sinon, vous avez aussi des clients, donc le client Java, des clients .NET, des clients Python, des clients Go, etc., qui vont vous permettre d'intégrer Elasticsearch aussi dans votre application à l'aide de clients. Sinon, vous faites tout en HTTP, reste à la main, si éventuellement vous n'avez pas de client qui existe. On a même sorti un client en Rust, je crois, qui est en bêta en ce moment. Donc voilà pour l'architecture. Au niveau des licences, donc je vais parler de la licence basique, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et après on a des souscriptions commerciales, Gold, Platinum, qui vous permettent d'activer des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si vous voulez faire de la détection d'anomalies sur des données temporelles de façon automatisée, voilà, trouve-moi dans toutes mes tonnes de logs des anomalies sur ce qui est en train de se passer, bah, vous pouvez activer Machine Learning, et ça, vous aurez besoin d'une licence Platinum pour ça. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus. On offre des services, notre business model est basé donc sur les licences, sur la partie cloud, et puis aussi sur les services. Donc on fournit du training officiel, en français, de la certification, du consulting, c'est ce qu'on fait. Et à propos des formations, donc on a des cycles de formation qui arrivent en avril. Donc si jamais vous avez un projet qui démarre prochainement, je vous invite fortement à aller aux formations. Voilà, il y a donc 2 fois 2 jours, Engineering 1 et Engineering 2. Ça va vraiment vous permettre d'être hyper efficace et de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, surtout avec des mauvais designs que vous allez devoir refaire ensuite et reconcevoir un petit peu la façon dont vous travaillez avec Elasticsearch. Donc vraiment, ça va vous permettre de gagner du temps. Et il y a encore une offre discount jusqu'au 24 avril. Elles sont en français, faites par mes collègues. Alors, c'est fini pour la partie commerciale, je dirais, de la session. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la partie un peu plus technique. Donc moi, je viens du monde du système d'information où j'ai fait beaucoup de stockage d'informations dans des bases de données relationnelles, classiquement. Et j'ai implémenté des fonctionnalités de recherche avec les bases de données relationnelles que j'avais. Donc typiquement, je me suis trouvé dans ce cas-là, où vous avez une base de données ici qui contient une table utilisateur, vous avez un champ nom et un champ commentaire, et j'ai 4 entités qui sont enregistrées dans ma base de données. Donc c'est un modèle très très simple ici, hein, vous voyez. Donc j'ai David Pilato qui est développeur chez Elastic, j'ai Maloum Laya qui a travaillé avec David à la douane, j'ai David Gageot qui est ingénieur chez Google, et j'ai David que je ne connais pas. Et j'ai un cas d'utilisation tout simple, où je vais être capable de chercher mes individus dans mon système. Donc au début, voilà, l'utilisateur il tape David, et donc j'ai fait ma première implémentation, où j'ai cherché select étoile from user where name égale ce que l'utilisateur a tapé. Et en réalité, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne rien. Alors ça donne rien, pourquoi? Simplement parce que ça ne matche pas exactement ce qui a été renseigné par l'utilisateur. Mais bon, on est débrouillards, on est des ingénieurs, on fait de l'informatique, voilà, on sait se débrouiller avec tout ça, donc on trouve des solutions. Donc moi, la solution que j'avais trouvée, faire un like %, David %, voilà, ça marche bien, et j'arrive à trouver finalement le résultat que je cherchais. Sauf qu'après, je suis tombé sur un cas où j'ai un utilisateur qui cherche David Pilato, ça marche bien, mais j'ai un utilisateur qui est un peu plus pénible, là, il a commencé à chercher Pilato David. Et alors là, c'était impossible de trouver l'information. On réfléchit un petit peu, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des solutions simples, hein. La solution que j'avais trouvée, moi, c'est je découpe la chaîne de caractères aux espaces.
Et puis, je vais essayer de constituer des combinaisons de likes pour arriver à trouver ce que je veux. Alors là, j'avais mis un AND pour être sûr de trouver les deux termes, mais sinon, ça pourrait être un OR aussi. Trouve-moi les David ou les Pilato ou les deux, etc. Donc, ça serait possible. Bon, ça se résout, hein, ce type de problème, on y arrive toujours. Des fois, j'ai aussi un autre cas d'utilisation. Vous avez vu que j'ai un champ commentaire. En fait, peut-être qu'il serait utile de chercher dans les deux champs à la fois, dans le champ nom et le champ commentaire. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec cette implémentation, hein. Je cherche les utilisateurs où le nom est like David ou le commentaire est like David. Et ça marche. J'ai bien 4 résultats. Le truc, c'est que les résultats ne me plaisent pas. Alors, normalement, je fais une petite interaction quand je fais un BBL avec des personnes et je pose la question, mais là, ça va être un petit peu long, je pense, à avoir vos réponses. Il y a des choses qui me choquent en fait dans le résultat. Et les choses qui me choquent, j'espère que ça vous choque aussi. La première chose qui me choque, c'est que alors, je récupère Maloum Laïa. Alors, c'est pas le fait que je récupère Maloum Laïa qui me choque, c'est qu'en fait, il est en deuxième position dans ma liste. Alors, pourquoi je le récupère? C'est parce qu'il y a bien David dans le champ commentaire. Donc ça, c'est logique, c'est bien ce que j'ai demandé. Mais par contre, j'ai l'impression que comme c'est un champ commentaire, c'est pas super intéressant pour moi, en fait, comme utilisateur. Et même pire que ça, la deuxième chose qui me choque, c'est que David, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que je cherche, en l'occurrence. Et là, il est à la fin de ma liste. Alors pourquoi il est à la fin de ma liste? C'est parce qu'en fait, les informations me sont restituées dans l'ordre dans lequel elles ont été insérées. Et donc, c'est pas un problème, là, j'ai que 4 éléments, je vais réussir à m'en trouver, à retrouver mon David que je cherche. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez des millions d'enregistrements? En fait, si finalement David, bah, il n'est pas à la 4e position, mais il est à la position 1 million. Ça veut dire qu'il va falloir passer de page en page, passer à la page suivante, la page suivante, la page suivante, la page suivante, pour réussir à trouver l'information en fait, on cherche. Et ça, pour moi, c'est le point clé d'un moteur de recherche. C'est de fournir de la pertinence. C'est-à-dire que quand vous avez énormément d'enregistrements, l'idéal, c'est que l'information arrive tout de suite en haut de la première page. C'est le cas quand vous utilisez un moteur de recherche classique, hein, que ce soit Quant, Google, quand vous cherchez de l'information dans ces moteurs de recherche, vous espérez qu'en haut de la première page, il y a l'information que vous êtes en train de chercher. Vous n'allez pas à la page 2, très rarement vous allez à la page 10, et jamais vous allez à la page numéro 20. Normalement, ça doit pas arriver ce genre de choses. Voilà, la notion de pertinence, c'est quelque chose d'important. Plus de ça, on a d'autres cas d'utilisation qui sont un petit peu pénibles, par exemple les fautes de frappe. Quand un utilisateur fait une faute de frappe, ici David au lieu de David, comment je fais pour récupérer de l'information? Bon, il y a des solutions. Alors celle-là, je ne l'ai pas implémentée, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'avais trouvé une solution technique, c'est de dire je vais essayer de faire toutes les combinaisons de caractères possibles en disant voilà, l'utilisateur s'est planté une fois et j'essaye de faire des likes pour son. Alors pourquoi je n'ai pas implémenté ça? Parce qu'en fait, moi, dans les cas d'utilisation que j'ai eus, notamment en douane, j'étais face à de la donnée vivante voilà, qui tourne sans arrêt. Et en douane, j'avais implémenté un petit moteur de recherche à la Google avec ce like% pour de la recherche de données sur c'était quoi? Les déclarations en douane faites par les douaniers. Et quand le douanier voulait chercher une déclaration en douane, j'avais mis sur 2 champs particuliers la possibilité de faire une recherche approximative avec un like%. Ça a très bien marché jusqu'à 300 000 déclarations en douane, j'avais 5-6 secondes de temps de réponse. Et quand on a dépassé le million de déclarations en douane, j'ai été obligé d'enlever cette fonctionnalité parce que ma base de données passait son temps à faire de la recherche en fait. Elle n'arrivait même plus à insérer de la nouvelle donnée tellement elle était monopolisée à faire du scan des tables et essayer de retrouver l'information. Donc l'idée c'est de dire plutôt que d'utiliser une base de données pour faire de la recherche, utilisons un moteur de recherche pour faire de la recherche et c'est un petit peu ce que je veux vous montrer aujourd'hui. L'autre cas auquel j'étais confronté, c'est finalement quelles sont les interfaces de recherche que je peux produire à mes utilisateurs lorsque j'utilise une base de données classique pour faire de la recherche. Je produis des interfaces qui ressemblent à peu près à ce que vous voyez là. Je vais essayer d'annoter, est-ce que je peux faire ça? Hop. Je ne sais pas si je peux, si ça marche. Oups, non. Pardon. Je reviens en arrière. Ça n'a pas fonctionné ce que je voulais faire. Est-ce que ça marche non plus?
pour l'interruption. Je couperai au montage. Ah oui, c'est ça. Donc là, je pense que vous pouvez voir mon pointeur. Donc en fait, j'ai produit beaucoup d'interfaces de recherche qui ressemblent à ce que vous voyez ici. Alors je ne parle pas de la CSS qui est moche. Il y a autre chose de moche dans cette interface de recherche, c'est que l'utilisateur doit se poser des questions. Est-ce que l'informaticien a rangé la donnée dans cette case-là, dans cette case-là, dans cette case-là, dans cette case-là? Voilà. Où est-ce que l'informaticien a rangé la donnée? Et moi, quand je suis utilisateur, j'ai pas envie de me poser ce genre de questions, j'ai envie de chercher de la donnée, c'est tout. Et ici, il se trouve que si ça match sur les mots-clés, par exemple, bah, peut-être que j'ai envie que mon moteur de recherche comprenne que les mots-clés, ça a plus de poids que, je sais pas, un titre de livre ou qu'un corps de livre, par exemple. Donc c'est au moteur de recherche de s'adapter à... Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de remplacer et d'utiliser un moteur de recherche dorénavant pour vos fonctionnalités de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? C'est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est ce que j'appelle un moteur d'indexation de documents. Alors, quand je vais parler de documents, c'est vraiment au sens large du terme. C'est des documents au format JSON, en fait. Ce ne sont pas des documents PDF ou OpenOffice ou Word ou ce genre de choses. Ce sont des objets JSON qui ont des champs et des valeurs. Les valeurs peuvent être du texte non structuré, ça peut être plein d'autres choses, mais notamment, ça peut être du texte non structuré. Pour chacun des champs de mon document, je vais créer ce qu'on appelle un index. Et un index, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on trouve à la fin d'un livre. À la fin d'un livre, vous allez voir des termes et des identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé les termes. Ici, j'ai indexé des pages, donc j'ai des identifiants de pages. La deuxième fonctionnalité du moteur de recherche, en réalité, c'est chercher. Mais là, on ne va seulement chercher dans les index qu'on a créés. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra toujours avoir en tête quand vous faites du moteur de recherche, que ce soit Elasticsearch ou autre chose. On ne va chercher que dans les index qu'on a créés. C'est le cas dans la vraie vie. Quand vous cherchez un terme dans un bouquin, vous n'allez pas parcourir les pages du bouquin une à une et essayer de trouver le terme fenêtre et essayer de voir où il est. Non, vous allez ouvrir l'index. Pareil, dans Elasticsearch, on va ouvrir l'index. Vous allez naviguer dans l'index et vous allez trouver le terme fenêtre rapidement. Alors pourquoi vous le trouvez rapidement? Parce que l'index est trié. Ben, c'est exactement pareil dans Elasticsearch. C'est parce que l'index est trié que vous trouvez facilement et très rapidement le terme fenêtre. Et ensuite, vous allez ouvrir les objets qui correspondent au terme que vous cherchez. Ici, les pages ou vos objets JSON, pourquoi pas. Donc un moteur de recherche, ça fonctionne comme ça. On va ensuite chercher dans cet index. Donc, je vais essayer de vous faire plein de démonstrations. On verra si ça marche ou pas. J'ai fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps, donc normalement, ça devrait bien se passer, mais on va tester ça. Alors. Oui, alors vous retrouverez les slides de la session. J'enverrai un lien sur Twitter après, mais dans mon espace speaker.pilato.fr, vous avez en fait ici la session qu'on a faite aujourd'hui, et dedans vous retrouverez, si tout va bien, la vidéo et en tout cas les slides qu'on aura vus aujourd'hui. Alors, pour faire ma démo, je vais me connecter à Elastic Cloud ici, donc tout tourne dans le cloud, mais vous pouvez imaginer que c'est la même chose si vous faites ça localement. Donc, je me connecte, ça va vous permettre de voir aussi comment on peut créer un nouveau déploiement. Donc notre Elastic Cloud, il tourne sur plusieurs providers de cloud, en fait, et en fonction de où est hébergée votre application, vous pouvez choisir si vous voulez du AWS, du Google Cloud Platform ou du Azure. Donc on peut faire BBL, je sais pas, Beastie Job, pardon. Ouais, c'est Job, je ne me rappelle plus. Qu'importe. Voilà, je choisis la plateforme sur laquelle je veux tourner, dans quelle région je veux être. Par exemple ici, je sais pas, à Londres, pourquoi pas. Quelle est la version que je veux utiliser? Donc ça, c'est un truc qui est bien avec Elastic Cloud, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une release de version, c'est automatiquement elle est automatiquement disponible dans notre offre cloud. Ce que ça permet de faire, l'offre cloud, que ce soit en entreprise ou ici en ligne, ça vous permet de faire des montées de version en un clic, avec ce qu'on appelle du rolling upgrade, des nœuds, donc tout ça c'est automatisé pour vous. Ouais, vous pouvez choisir pour quel type de use case vous voulez implémenter, donc ici pourquoi pas de l'IO, voilà, quel est votre prix à l'heure, et vous pouvez customiser le déploiement,
choisir la taille de la heap que vous voulez, quel est le nombre de zones que vous souhaitez, est-ce que vous voulez activer machine learning ou pas, enfin, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Par défaut, vous avez du Kibana qui est livré avec, de l'APM aussi, si vous n'en voulez pas, vous faites un disable de l'APM, etc., etc., puis vous créez votre déploiement. Là, je ne vais pas le faire, j'ai déjà des déploiements qui tournent, j'en ai un qui s'appelle BBL, très bien, et je vais démarrer Kibana. Donc tout est sécurisé, HTTPS est configuré pour vous, etc. Il n'y a vraiment rien à faire là-dessus. C'est le truc le plus efficace, je dirais, pour démarrer. Après, moi, en dev, personnellement, je démarre évidemment des instances locales sur ma machine. Excuse-moi David, du coup, Vas-y. dans la version cloud, ça veut dire qu'on doit avoir un projet GCP ou un compte AWS de dispo, ou alors c'est vraiment Pas du tout. Ouais, c'est complètement indépendant. Par contre, si vous avez un compte AWS ou un compte GCP, vous pouvez utiliser les marketplaces de ces deux plateformes pour être facturé sur le même compte AWS ou GCP. Évidemment, nous, on préfère que vous activiez les comptes directement dans Elastic Cloud, parce que du coup, il n'y a pas une partie de notre marge qui part ailleurs. Mais sinon, ouais, il n'y a aucun. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte GCP AWS. D'ailleurs, vous avez 14 jours gratuits, hein. Il suffit juste d'entrer votre email sur le Elastic Cloud. Enfin, vous allez sur cloud.elastic.co, vous entrez votre email et vous avez 14 jours gratuits sans carte bancaire, sans rien. Directement accessible, donc c'est complètement indépendant du fait d'avoir ou pas un compte AWS ou GCP ou Azure. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la marketplace Azure encore d'ailleurs, à ce propos, je ne me rappelle plus. Donc je me connecte sur mon Kibana. Ok, Kibana charge, et là vous allez voir l'interface par défaut de Kibana quand vous arrivez, aujourd'hui dans cette version, où on va vous proposer un certain nombre d'options. Vous voyez bien mon écran, hein, tout va bien? Sébastien, tu me confirmes? Oui, ok, parfait. Où vous allez dire je veux faire de la PM, je veux faire des logs par exemple, bah, vous cliquez ici, et vous allez avoir des petits assistants pour vous dire ok, je veux collecter des logs MySQL, bah, vous cliquez ici. Puis il va vous dire voilà, il faut installer Filebit, puis modifier la configuration de Filebit avec telle et telle information, et puis activer le module MySQL, et ça va automatiquement provisionner des outils qui sont capables de parser les lignes de log MySQL, faire des dashboards MySQL, etc. dans Kibana. Démarrer ces commandes-là, vérifier que tout fonctionne, et puis après, là, que vous aurez accès directement au log MySQL. Donc ainsi de suite. Si vous voulez jouer aussi avec des datasets que vous n'avez pas de dataset vous-même, vous pouvez aller ici, sur ce bouton-là, et dire, voilà, je veux rajouter un projet de type e-commerce ou des logs web. Hop, je fais clic là-dessus, ça vous rajoute tout un tas de choses et vous allez pouvoir directement jouer avec également. Donc moi, ce que je vais utiliser ici, c'est l'outil qui s'appelle DevTools, pour l'instant. Donc je vais cliquer là-dessus. Et DevTools va me permettre de passer des requêtes HTTP vers Elasticsearch sans tout le ceremonial curl qui serait un petit peu long à saisir, et je vais bénéficier d'autocomplétion quand je vais faire un certain nombre de choses. Donc je peux faire un get slash, qui est l'équivalent de prendre l'URL de mon serveur Elasticsearch sur le port 92.0.0 par défaut et faire un slash, et du coup voici la réponse JSON qu'on obtient derrière. Alors la première chose que je vais faire dans la session, c'est que je vais commencer à créer des documents et je vais créer un index. Alors vous allez voir que si je fais un get, l'index s'appelle ville et que j'essaie d'exécuter une recherche sur cet index, il va me dire non, j'ai pas d'index qui existe pour l'instant, j'ai absolument rien qui a été créé. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais vouloir indexer des villes dans un index qui s'appelle ville, justement. Donc voilà le nom de l'index. Pour faire ça, je vais utiliser le verbe http put. Je lui précise quel est le nom de l'index. Le champ suivant, le paramètre suivant, pardon, c'est le type du document. C'est une notion qui va disparaître dans la version 8. Donc si vous démarrez un projet avec Elasticsearch, mettez _doc systématiquement pour l'instant. Ça vous simplifiera la migration plus tard. Et quel est l'ID du document? Donc ici, je vais créer un document, en gros, dont l'ID est Sergi.
Et puis, je fournis un document JSON, qu'on voit ici, où j'ai un champ qui s'appelle message, et j'ai du contenu texte non structuré, où il y a écrit « Ici, c'est Sergi ». Vous vous en doutez peut-être, je suis en ce moment à Cergy-Pontoise, et c'est pour ça que j'ai cet exemple. Donc quand je clique, ici, qu'est-ce qui va se passer? Elasticsearch va faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va créer un index qui s'appelle ville. Parce que pour l'instant, il n'avait pas de notion qu'on voulait indexer un truc qui s'appelle des villes. Donc il crée une sorte d'enveloppe pour dire, OK, j'ai besoin d'un index pour les villes. Deuxième chose qu'il fait, il parcourt le document JSON et il dit, il y a un champ qui s'appelle message. Dans mon index qui s'appelle ville, j'ai aucune notion d'un champ qui s'appellerait message. Donc je vais créer en fait une structure de données pour le champ message. Je vais créer une sorte d'index Lucene, ce qui est la bibliothèque qu'on utilise derrière, pour le champ message. Ce champ message, là, il a vu que c'était du texte, et probablement on va vouloir faire du full text search dessus, donc il l'a indexé, enfin il prépare en tout cas l'indexation pour cette fonctionnalité-là. Donc c'est comme s'il avait fait un create table dynamique, create table ville, avec un champ message à l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'il a fait dynamiquement ici. La prochaine chose qu'il fait, c'est qu'il va du coup maintenant indexer le contenu des champs qu'il a trouvés, ici de notre champ message. Pour faire ça, il va faire de la transformation de texte. On en parlera tout à l'heure si on a encore du temps vers la fin. Mais notamment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper la chaîne de caractères aux espaces et il va tout mettre en minuscules. Donc il va avoir 3 tokens finalement, ici en minuscule, C et Sergi en minuscule, et il va indexer ces 3 valeurs pour le champ message. Et comme il trie à l'indexation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il trie les enregistrements, vous allez sans doute trouver C, puis Sergi, puis ici en entrée de l'index, le tout associé avec l'ID du document qui est Sergi. Et enfin, la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il va stocker dans un champ particulier qui s'appelle underscore source le document JSON tel qu'on l'a envoyé à l'indexation. Donc c'est ce qu'on voit ici, ce document-là. Ça va me permettre de faire quoi? Un get by ID. Donc c'est pas une recherche, c'est juste je veux récupérer une entité dont je connais l'identifiant. Donc dans mon index qui s'appelle ville, je veux récupérer l'entité qui s'appelle Sergi. Si j'exécute ça, il me répond « Ok, j'ai bien trouvé l'entité, et voici le champ underscore source que j'ai stocké, et il me le restitue tel qu'on l'avait envoyé à l'indexation. » Donc pratique. Si je veux faire une mise à jour de mon document, ici je veux rajouter un nouveau champ par exemple. Donc je représente tout le document en entier, avec le champ message à nouveau, puis le champ météo que je veux rajouter. Je représente en gros une nouvelle version complète du document. Quand je fais ça, que va faire Elasticsearch? Il va dire « Ok, tu veux m'indexer dans un index qui s'appelle ville, le document Sergi, très bien, mais là tu me parles d'un champ météo, je n'étais pas au courant de ce champ-là. » Donc il va faire une sorte de alter table dynamique pour dire « Maintenant, je dois prendre en compte un nouveau champ qui s'appelle météo. » Et pareil, il va faire comme tout à l'heure, pour le champ message, il va redécouper aux espaces, tout mettre en minuscules et réindexer le contenu de message, et en plus, il va indexer le contenu du champ météo, et ici indexer la valeur nuageux, raccrocher ça au document Sergi. Ce qui fait que quand je fais un get, je vais retrouver mon document qui a été finalement mis à jour. Dernière partie du CRUD, je peux évidemment faire un delete. Donc je peux effacer un document avec ce verbe HTTP delete. Du coup, quand je fais un get, le document n'est plus visible. En gros, je récupère une erreur 404 qui dit voilà, le document n'existe plus. Alors pour les suites de la démo, je vais indexer un petit peu plus de documents, donc je vais en indexer plusieurs. Alors là, vous avez vu, je ne vais pas mettre d'ID, donc je vais utiliser le verbe post, et automatiquement, Elasticsearch va générer un ID pour moi. C'est le cas dans les logs, par exemple, quand vous générez des logs, vous n'avez pas besoin d'identifiant de log, parce que ce n'est pas une information que vous allez mettre à jour par la suite. Vous n'avez pas besoin de retrouver un log par son ID, normalement, la plupart des cas. Donc j'indexe, et puis j'ai rajouté un champ nom pendant que j'y suis. Donc je vais indexer quelques documents Sergi, voilà, donc il y a plusieurs. Je vais indexer un ou deux, ici c'est Sergi Pontoise, 3 dans les lits je crois. Je vais indexer quelques Pontoises, et puis il y a encore un petit peu quelques Sergi, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai indexé un certain nombre, un certain volume de documents, et je vais pouvoir commencer à faire une recherche. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, quand je faisais un get ville underscore search, en fait j'appelle l'API de recherche cette fois d'Elasticsearch.
Quand je clique là-dessus, il me répond et il me dit « Ok, j'ai trouvé ici 20 documents qui matchent. » Bah, j'ai aucun critère, donc en gros, j'ai indexé 20 documents. Et voici les 10 premiers documents qui matchent. Donc par défaut, Elasticsearch ne renvoie que les 10 premiers documents. Je peux changer les paramètres en passant une taille de page, par exemple. Je veux qu'un seul document. Voilà le premier document qui match ce que je cherchais. Il y a un autre paramètre qui s'appelle from. Donc si vous voulez faire de la pagination et passer de page en page, vous pouvez utiliser ces paramètres from et size pour dire maintenant je veux des pages de 50 résultats et puis je veux passer à la page suivante, donc depuis le hit 51 par exemple, ce genre de choses. Donc ok, voici mes résultats. Là-dessus, je peux faire une... Alors si, pardon, ce qui est intéressant dans les résultats, c'est que pour chacun des hits trouvés, vous retrouvez l'index, le type, l'ID document, mais également le champ underscore source qu'on avait stocké. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, imaginez que vous ayez récupéré de l'information qui vient d'une base de données relationnelle source, vous envoyez ça dans Elasticsearch, et bien quand vous allez fournir le moteur de recherche, vous n'avez pas besoin de faire des lookups basés sur l'ID document qui vous est restitué par Elasticsearch pour aller afficher des... Parce que vous avez la main, en fait. Ici, vous avez le document JSON avec tout le contenu, donc vous pouvez facilement représenter les résultats de recherche à vos utilisateurs. On peut faire des recherches, donc vous pouvez faire des... On a un langage qui s'appelle le Query DSL ici, qui nous permet d'exécuter des recherches dans Elasticsearch plus précises. Donc on passe un document JSON, et je veux faire un match sur le champ message. Donc c'est là où c'est sympa d'avoir de l'autocomplétion, parce qu'on voit que ça nous guide un petit peu. Et je cherche, est-ce que je trouve Sergi? Donc il me dit oui, il y a 17 Sergi qui existent, et voici quelques documents qui matchent. Alors ce qui est pas mal, c'est que on voit que ici, je peux faire des trucs du style, je change la casse, je rajoute un point d'exclamation, ça marche toujours. J'ai toujours 17 Sergi qui matchent. Alors pourquoi ça? Parce que la transformation qu'on avait faite à l'indexation, on avait tout mis en minuscules et on avait découpé aux espaces et on avait aussi enlevé des symboles de ponctuation que vous n'avez pas vu dans l'exemple précédent. C'est appliqué aussi lors de la phase de recherche. Donc on applique ici la même transformation. Donc en réalité, quand je tape ça, c'est exactement la même chose que si j'avais tapé Sergi en minuscule et ça me donne exactement le même résultat pour ces raisons-là. Je peux chercher Sergi Pontoise. Ok. Pourquoi pas? Donc ça va me donner un certain nombre de résultats. Toujours 20 résultats. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai du Sergi en bas, j'ai du Pontoise, et puis j'ai du Sergi Pontoise en haut. Et ça c'est un truc sympa. Alors d'abord qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a cherché les Sergi ou les Pontoises ou les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ordre dans lequel il me renvoie les résultats. Il estime que les documents où il y a Sergi Pontoise, c'est plus pertinent finalement que les documents où il y a seulement Sergi ou où il y a seulement Pontoise. Et comment il fait ce tri? Il fait ce tri sur le score, ici, qu'on voit pour chacun des documents. On voit que pour Sergi Pontoise, on a un score de 1,25, là où pour Pontoise, on a un score de 1,24. Et pour Sergi, on a un score de 0,17, pardon. Donc, comment est calculé ce score? En fait, ce score est calculé en fonction de la fréquence des termes que vous cherchez. Donc, plus vous allez trouver de termes dans votre champ, plus le document va être pertinent. Mais on va prendre en compte d'autres critères. On va prendre en compte la longueur de la chaîne de caractères dans laquelle vous cherchez. C'est-à-dire que plus vous allez chercher plus vous allez trouver de l'information dans des textes courts, plus ça va devenir pertinent. L'autre chose dont on tient compte aussi, c'est la fréquence des termes dans l'ensemble de l'index. Tout ça rassemblé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez trouver des termes rares dans des textes courts, plus le document va être pertinent. Autrement dit, si vous cherchez quelque chose trouvé dans un titre de livre, ça a beaucoup plus de poids que si vous le trouvez dans le contenu du livre lui-même, par exemple. Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut forcer la casse? Oui, on peut. Il y a des moyens de faire ça. On peut changer quel est l'analyseur en fait, de texte qui est appliqué à l'indexation et dire, par exemple, on ne veut plus de mise en minuscule. On peut faire ça.
Est-ce qu'on peut contrôler l'algo de scoring? Oui, on peut contrôler l'algo de scoring. On peut faire des choses très très amusantes. Je parlerai tout à l'heure des coordonnées géographiques, latitude, longitude, par exemple. On peut faire trie-moi par distance autour d'un point. Et plus je m'éloigne du point, moins le document a de l'importance. Donc faire une sorte de courbe en cloche qui dit, voilà, si je suis très près du point sur lequel je cherche, bah, c'est très pertinent, et plus je m'éloigne, et moins ça va être pertinent. Très pratique si vous faites un logiciel, par exemple, comme Yelp, de recommandation de restaurants. Évidemment, vous êtes intéressé par donner à l'utilisateur des poids beaucoup plus importants aux restaurants qui sont le plus proches de lui. Le texte seul n'est pas suffisant pour faire du poids, en fait. C'est pas la peine de lui proposer un restaurant japonais qui est à 10 km de chez lui s'il y en a un qui est juste à côté de chez lui, en fait. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir influer, et effectivement, l'algorithme de scoring peut être très complet. Alors donc, on voit Cergy Pontoise en haut, et puis après, on voit Pontoise, et après, on voit Cergy. Et on voit que le score de Cergy est très faible. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai indexé beaucoup de Cergy tout à l'heure, vous avez peut-être vu ça, et très peu de Pontoise. Et j'ai dit que comme Pontoise est un terme finalement qui est un petit peu plus rare dans l'index, bah, c'est pour ça que Pontoise remonte en deuxième place. Si je me mets à indexer beaucoup plus de Pontoise maintenant, je rajoute plein de Pontoise. Donc Pontoise va devenir un terme fréquent. Et donc ça va changer le score au final qu'on va trouver. Donc ici, par exemple, on trouve toujours Cergy Pontoise en tête, parce que j'ai les deux termes finalement, mais on voit que Cergy, maintenant, est passé à une place supérieure par rapport à Pontoise. Donc pour avoir Pontoise, il faudrait que j'aille aux pages suivantes. Voilà donc pour l'explication de comment on influe sur ce score. Une petite précision, la valeur du score que vous avez ici, c'est juste, nous, ça nous sert juste à trier les documents. Ça ne veut pas dire qu'on match à 103% un document ou ce genre de choses. N'essayez pas d'interpréter cette valeur. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait indexer aussi des coordonnées géographiques latitude dans Elasticsearch. On peut donc faire des recherches par proximité géographique. Donc, trouve-moi autour d'un point des documents dans un rayon de 5 km, par exemple. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle des agrégations cartographiques. Alors, pour vous illustrer ce propos, je vais vous faire une autre démonstration. Je vais utiliser un outil qui s'appelle ici 1 Million Tweet Map, qui est fait par un collègue français. Je n'arrive pas à passer en plein écran. Et celui-là, il a l'air d'être planté. Donc je vais rafraîchir cette page. Ok. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça y est, c'est en train de se charger. Alors, que fait 1 Million Tweet Map? C'est un projet démo qui utilise Elasticsearch derrière. Et en fait, son cas d'utilisation, c'est de dire j'ai besoin de représenter sur une map 1 million de points. En réalité, ici, on voit qu'on a plutôt 3 900 000 points. Et si je veux représenter mes 3 800 000 points, qu'est-ce que je dois faire avec une base de données classique? En fait, je dois tirer les 3 800 000 points depuis la base de données, les lire. Donc, à travers la couche réseau, ça va nous prendre un petit peu de temps, sans doute. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le rendu de mes petits drapeaux. Et ça va me prendre vraisemblablement un temps assez long. Donc, au mieux, au bout de 5-10 minutes, je vais peut-être réussir à faire le rendu de tous mes points. Et encore, dans mon browser, 3 millions de points sur mon iPhone, je ne suis pas sûr que ça tienne. Calculer des agrégations dans Elasticsearch, je vais vous montrer tout à l'heure en détail comment ça se fait, mais c'est en gros rassembler les données suivant différents axes. Et là, un des axes choisis, c'est les coordonnées géographiques latitude-longitude. Ce que fait 1 Million Tweet Map, c'est que en gros, il prend l'API Twitter, il prend 50 tweets toutes les secondes,
il les indexe, il essaye de virer les 50 plus vieux de cet index. Alors les tweets, ce qu'on voit, c'est les petits points rouges qu'on voit arriver. Et les petits points rouges, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui va être important, c'est que les valeurs à l'intérieur des cercles changent à peu près toutes les 5 secondes, où on est capable en permanence et en temps réel de recalculer la distribution de nos tweets sur une map. En fonction du niveau de zoom, bah évidemment, on va demander de plus en plus de précision à nos tweets. Voilà, on se balade. Et de plus en plus, les clusters vont être précis. Ouais, c'est un petit peu lent, c'est parce que je fais du zoom en même temps, et je pense que le fait d'enregistrer en même temps, ça me ralentit pas mal, mais bon. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe. Donc si de côté, vous pouvez aller voir .com, et vous pourrez voir des tweets qui sont indexés. Alors c'est pas tous les tweeters, mais c'est quand même pas mal de tweets. Si vous avez de la chance, et si vous avez géolocalisé vos tweets, éventuellement vous serez pris dans les tweets qui sont indexés. Alors vous pouvez chercher, ce qui est sympa, vous pouvez chercher par mots-clés, par exemple, tiens, on va chercher tout ce qui se dit au bout de Trump, par exemple, ben voilà des tweets qui sont relatifs à Trump. Donc là, je suis en train de coupler les deux. Je suis en train de coupler la puissance d'un moteur de recherche full text avec de la notion d'analytics et des coordonnées géographiques latitude-longitude. Donc là, je sais que j'ai 32 tweets sur Paris, dans ce qui a été indexé, qui concernent Trump. Il y a Kirk Douglas qui est décédé, alors, je sais pas, il va y avoir des tweets. Voilà, il y a un certain nombre de tweets qui parlent de Douglas, etc. Alors, par hashtag, c'est pareil, je peux chercher. Trouve-moi les hashtags qui sont relatifs à Elasticsearch. Ah ben, il y en a un. Ok. Je vais zoomer un petit peu. On dirait bien qu'on est à Cergy, hein. Ça tombe bien. Donc en gros, on est juste à côté de chez moi, ici, c'est mon quartier, c'est où je suis. Et tout à l'heure, j'ai fait un tweet en disant que on allait se voir et que on allait faire un BBL ensemble. Donc j'ai été géolocalisé, il a indexé mon tweet et je suis capable de le voir. Je peux voir d'ailleurs tous les tweets dans ma région proche. En général. Et il y en a, a priori, 114, hop, ici. Donc il y en a 2 ici, 111 ici. Alors 111 au milieu du lac. En fait, ils ne sont pas au milieu du lac, mais c'est de la triangulation. Quand vous n'êtes pas localisé précisément, Twitter utilise, je pense, l'adresse IP et essaye de trouver où est l'antenne relais ou ce genre de choses. Ou la triangulation des antennes relais, que sais-je. Donc vous pouvez ouvrir des tweets autour de vous. Des fois, j'ai un petit peu peur de ce que j'ouvre, mais là, ça va, tout va très bien. Donc voilà, une possibilité offerte par Elasticsearch de faire du calcul d'agrégation sur des coordonnées géographiques latitude, longitude. On verra le même exemple tout à l'heure dans Kibana, et vous aurez un petit peu plus d'informations. Tiens, avec cette... non, oui, c'est tout, je vais en rester là-dessus. Alors pour continuer ma démo, je vais injecter dans un index qui s'appelle personne, je vais injecter des documents et on va travailler avec un petit peu plus de documents que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, je veux indexer dans un index qui s'appelle personne, et ce que je vous montre ici, c'est que l'index n'existe pas pour l'instant, j'ai aucune donnée qui existe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit injecteur. Donc je vais me connecter sur ma plateforme Google Cloud ici. J'ai démarré une instance sur GCP, une VM en fait. Et ici, j'ai un injecteur écrit en Java qui va m'injecter 1 million de documents par paquet de 10 000 plus Elasticsearch qui tourne dans le cloud. Alors à quoi ressemblent ces documents? Ce sont des personnes physiques. Hop, vous envoyez un exemple ici, où j'ai le nom de la personne, sa date de naissance, son genre, le nombre d'enfants, des compteurs marketing, et une adresse avec le pays, notamment la ville, et des coordonnées géographiques latitude-longitude. Donc je vais générer de façon aléatoire 1 million de documents de ce type-là, et vous voyez qu'ils sont en train d'être envoyés par paquet de 10 000. Tous les 10 000, je fais un flush vers Elasticsearch avec une API qui s'appelle l'API Bulk. Pendant que cette chose-là est en train de tourner, je peux commencer à exécuter des recherches. Donc là, c'est ce que je fais ici. Je vois que j'ai 347 210 documents qui ont été indexés jusqu'à présent. Et c'est du temps réel. Quand je rafraîchis, quand je relance une recherche, je vois que maintenant j'en ai 461 176, 523 000, etc., etc.
Donc ça va assez vite, et on voit les documents JSON en question derrière. Ça va assez vite. Du coup, je peux faire des recherches. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux faire une query, match, trouve-moi dans le champ name, est-ce que par hasard tu aurais des Joe? Donc là, en 535 millisecondes, sur un certain volume de documents, je sais que j'ai 1183 Joe qui correspondent, enfin qui matchent la requête que je viens de faire. Et voici quelques personnes, les 10 premières personnes qui matchent. Si j'exécute encore, je vois que j'en ai 1518. Très bien. Alors je vais changer la taille de la page, parce que je n'ai pas envie de scroller sans arrêt pour vous montrer autre chose. Je vais mettre size égale 0. Et il me dit que j'ai 1518 documents, et a priori, ça ne bouge plus. Donc si ça ne bouge plus, voilà, c'est que j'ai fini. Je viens d'indexer 1 million de documents dans mon cluster Elasticsearch. Alors c'est quoi le truc? Le truc, c'est que je me suis affranchi de toute contrainte en lecture. Je ne suis pas allé lire dans une base de données relationnelle qui m'aurait inévitablement ralenti énormément. La génération de mes entités, je la fais en mémoire. Le but, ici, c'était de vous montrer, sans trop d'efforts de tuning, hein, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste démarré Cloud, et voilà, la vitesse à laquelle je suis capable d'indexer sur mon cluster. Donc on a 1 million de documents, et maintenant on va essayer de poser des questions à Elasticsearch. On va dire c'est bien ce million de documents, mais j'aimerais bien connaître quelle est la distribution de mes entités par année de naissance, par exemple. Donc, je vais créer une agrégation dont je lui donne un petit nom, je l'appelle Bayer, mais ici je vais dire c'est un histogramme de date. Et je veux travailler sur le champ qui s'appelle date de naissance, et je veux que tu me crées un bucket par année. Donc autrement dit, je lui dis, mon million de documents, fais-moi des buckets par année, groupe-moi les individus par année de naissance, et donne-moi cette distribution. Donc ça, vous allez une requête coûter un petit peu cher à calculer. Donc ici, c'est 137 millisecondes. Bon, c'est pas très très cher, mais ça va. Et sur mon million de documents, je vois qu'en 1940, j'ai 14 156 individus. En 1941, j'ai 14 057 individus, etc., etc., jusqu'à la fin. En 2009, j'ai 14 376 individus. Donc voilà la liste de mes individus. En passant, pour ceux qui font de l'Elasticsearch, vous allez voir que des fois dans Kibana, ou sinon si vous regardez les entêtes HTTP, vous pouvez voir les messages de dépréciation de certains paramètres. Par exemple ici, j'utilisais interval, il faut maintenant utiliser calendar interval, donc il vous le dit, et ça vous prépare pour la version suivante. Donc ok, j'ai ma distribution par année. Je peux faire une autre distribution. Je peux dire maintenant, j'aimerais bien avoir la distribution sur le sexe. Donc, je vais faire une autre agrégation de type terms. Alors, terms, c'est autre chose, c'est grouper sur des termes, sur des chaînes de caractères, en fait, sur le champ qui s'appelle gender. Donc, par défaut, il va faire une sorte de group by sur le terme et compter le nombre de personnes. Et par défaut, il se limite aux 10 premiers. Donc, c'est un top 10, en fait, des valeurs. Donc, si j'exécute ça maintenant, j'ai toujours mon agrégation par année. Ça a mis combien de temps? 61 millisecondes. Toujours mon agrégation par année. Et dessous, j'ai aussi une agrégation par genre. Je sais que j'ai 509 909 femmes et 490 091 hommes. Voilà ma distribution des individus. Alors, ce qui est pas mal aussi, pardon, c'est que je peux faire des agrégations d'agrégations. Donc, sous l'agrégation histogramme de date, je peux lui dire, rajoute-moi une sous-agrégation, la même qu'on a vue tout à l'heure, de type terme, sur le champ de gender. Donc, je fais un bucket par année, et pour chaque année, je veux avoir la distribution homme-femme. J'exécute, et il me dit, sur mon million d'individus, en 1940, j'ai toujours mes 14 156 individus qu'on a vus tout à l'heure, mais cette fois, je sais que c'est 7 272 femmes, 6 884 hommes, et ainsi de suite, année par année. On peut aller plus loin, on peut dire, ok, je suis dans l'agrégation by gender, je peux rajouter un nouveau niveau d'agrégation, j'ai une valeur numérique qui est children, calcule-moi le nombre moyen d'enfants. J'exécute, boum, mon million d'individus, en 1940, toujours 14 156,
7272 femmes qui ont 1,98 enfants en moyenne. Et ça, bucket par bucket. Okay, donc je suis en train de poser des questions à Elasticsearch en temps réel, sur des données vivantes. Ce n'est pas des batchs que j'ai préprogrammés qui me répondent à des questions, c'est vraiment, je suis en train de travailler sur ma donnée. Alors, on a vu qu'on pouvait aussi passer des requêtes, hein. Donc on va reprendre la question qu'on avait posée tout à l'heure à Elasticsearch. On va dire sur le champ non, sur mon million d'individus, est-ce que tu as des Joe? Là, il me répond oui, j'en ai toujours 1518, donc en 22 millisecondes. Sur mon million, j'en ai 1518. En 1940, j'avais 15 hommes, 3 femmes, et les 3 femmes ont 3,33 enfants en moyenne, etc., etc., etc. Okay. Donc ça, c'est la puissance d'Elasticsearch. Et ça vous permet vraiment de jouer avec le système et de poser des questions. Une fois que vous avez indexé vos données, ça vous aide à poser des questions de ce type. Ouais, c'est l'effet que ça m'a fait. Également, je vois les messages sur le chat hein, pour ceux qui verront la vidéo. L'effet que ça m'a fait la première fois que j'ai découvert Elasticsearch, je me suis dit, c'est pas possible qu'il calcule réellement l'information sur toutes les données. J'étais en train de faire des stats et je galérais à faire des batchs qui tournaient toute la nuit pour faire du rendu de choses sur ma base de données Postgre. Et là, le fait qu'il me donne ça en temps réel directement, je dis c'est pas possible, il est en train de tricher, il fait des samples et des trucs comme ça, mais non, pas du tout. C'est de la vraie donnée et il est fait pour ça. Et voilà, il organise des structures de données pour être capable de faire ça. Mais elle est bizarrement distribuée, la pyramide des âges, non. Pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on fait, c'est du random. Donc la distribution qu'on a, finalement, elle est ce que le random fait. Ouais, donc effectivement, c'est pas une vraie distribution et c'est pas un vrai dataset de personnes. Je vais vous montrer ce à quoi normalement comment utiliser vraiment Kibana, parce que là on fait du JSON, donc c'est très très bien pour consommer ce JSON dans votre application métier et faire du rendu pour vos utilisateurs, mais en réalité vous pouvez utiliser Kibana avec ce pourquoi il avait été designé au début. Donc par exemple ici, je vais aller dans l'onglet Discover, je suis connecté sur mon index personne, et il me dit que j'ai aucune personne qui correspond. Oui, par défaut, il fait ça sur les 15 dernières minutes de données, et j'ai personne qui est né dans les 15 dernières minutes, puisque mon dataset va entre 1940 et 2010. Donc je vais changer les dates, je vais dire trouve-moi les individus entre 1940 et 2010. Et là, je suis d'accord avec Agnès, la pyramide des âges est bizarre, elle est très très plate, mais voilà le résultat en tout cas de ce qu'on peut voir ici. J'ai ici mes individus qui correspondent, et la première visualisation qu'on a, c'est on voit la distribution de mes individus par année. C'est en gros, ce qu'on voit là, c'est le résultat de l'histogramme de date qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que cette fois, maintenant, je le vois. Dessous, donc tout mon dataset, je vais sélectionner des champs particuliers. Donc ici, le nom, le genre, le nombre d'enfants, le pays et la ville, par exemple, pour avoir une mise en forme un peu plus sympa. Oui, des fois, il y a des petits bugs, pourquoi pas. Et là-dedans, je peux chercher, comme tout à l'heure, mes Joe. Quels sont mes Joe? La question qu'on avait posée à Elasticsearch tout à l'heure sous forme JSON, voilà le résultat maintenant. Mes 1518 Joe, je vois la distribution, la pyramide des âges de mes Joe voilà, par année. Et les Joe qui correspondent dessous. Donc ça, c'est une recherche que vous pouvez sauvegarder derrière pour réutiliser cette mise en forme plus tard. Donc là, vous avez un premier niveau de visualisation. Évidemment, on peut aller plus loin que ça. Vous avez ici l'onglet qui s'appelle Visualize, qui va vous permettre de créer des visualisations comme vous le souhaitez dans Kibana. Donc, je vais créer une visualisation, typiquement ici, je vais faire un camembert. Vous pouvez choisir tout un tas de visualisations différentes. Prendre un camembert sur mon index qui s'appelle personne, et je vais mettre mes individus. Donc là, j'ai mis 1 million d'individus sur un camembert, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Et ce qui va être intéressant, c'est de découper le camembert en slices, en utilisant par exemple une terms agrégation sur le champ gender. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait dit calcule-moi la distribution homme-femme. Ben voilà, ici je la vois maintenant. Je vois ma distribution homme-femme, mes 509 000, 909 000
les 509 909 femmes, les voilà. Allez, je ne l'ai pas fait, hein. J'espère que la vidéo n'est pas enregistrée, qu'elle ne sera jamais diffusée, mais j'ai mis les filles en rose. Il ne faut pas faire. Je peux rajouter un nouveau camembert. Je vais rajouter une nouvelle couche, pardon. Et pour ça, je vais redécouper en terms mon agrégation, et je vais faire ça maintenant par pays. Donc j'ai les femmes et les hommes, et je voudrais avoir la distribution par pays. Ben voilà, maintenant je sais que sur ces 509 909 femmes, j'ai 127 990 femmes qui vivent en Angleterre. Okay. Je peux rajouter une nouvelle couche, l'agrégation, redécouper à nouveau, et dire maintenant je veux faire ça sur le champ ville. Et j'exécute. Donc voilà le résultat de mes 3 niveaux d'agrégation, homme-femme, par pays, puis par ville. Alors là, il y a quelque chose de choquant dans le résultat. À part les couleurs que je n'aime pas trop, ça c'est quelque chose, mais on peut les changer, on peut changer les couleurs comme vous l'avez vu tout à l'heure. En fait, il y a quelque chose qui me choque. J'ai dit tout à l'heure qu'on faisait du random, et donc c'est de l'aléatoire. Donc là, on voit que j'ai une bonne distribution, moitié-moitié, sur 1 million de documents. Pour moi, c'est à peu près normal qu'on ait une bonne répartition du résultat. Ici, sur la couche pays, j'ai 25%, 25%, 25%, 25%, c'est normal, j'ai à peu près une bonne distribution des résultats. Et sur la partie ville, par contre, j'ai un problème, parce que j'ai 25%, 25% et 50%. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment une anomalie, en fait. Alors, quelle est l'anomalie? D'où elle vient? Ben, en réalité, c'est que j'ai un bug dans mon injecteur. Dans le code source, j'ai fait une petite erreur où j'ai attribué 2 fois la même ville, finalement, au même cas. Et donc, ça m'a généré ce bug. Alors, qu'est-ce qui est sympa dans cette histoire? Ce qui est sympa, c'est que quand j'ai fait cette visualisation, en réalité, je ne cherchais pas des bugs dans mon injecteur. Ce que j'étais en train de chercher, c'est représente-moi la donnée. Mais parce que j'ai été capable de visualiser la donnée, moi, en tant qu'utilisateur, qui connaît le métier, qui sait comment ça marche, le random ici en l'occurrence, j'ai été capable de détecter une anomalie dans mon dataset. Ben, c'est le cas dans la vraie vie. Si vous mettez des outils de ce type-là dans les mains de vos utilisateurs finaux, eux, ils vont être capables d'explorer la donnée, de créer des visualisations comme ils veulent, que ce soit avec Kibana ou autre chose, hein, d'ailleurs. Mais derrière, ils vont être capables de requêter en temps réel le système et créer des visualisations et comprendre qu'il y a éventuellement des anomalies dans leurs données métiers. Et ça, c'est vraiment super, super puissant. Donc, il faut mettre ce type d'outils dans les mains de vos utilisateurs. Donc, vous pouvez sauvegarder cette visualisation pour la réutiliser plus tard, notamment dans un dashboard. Donc ça, c'est l'onglet qui s'appelle Dashboard ici. Vous pouvez créer un dashboard qui est un ensemble de visualisations. Donc vous pouvez dire, je veux rajouter, par exemple, le nombre d'individus. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un nuage de tags avec les personnes par ville. Et puis ici, un camembert. Et puis le résultat. Pourquoi pas. Donc j'ajoute un certain nombre de panneaux. Et puis ça, après, ça se met en forme. Je peux dire ici, je veux mettre mon million de documents, je le mets comme ça. Ici, mes pie charts, j'ai envie de les faire de cette taille-là et de les déplacer plutôt en haut. Voilà. Et vous mettez en forme votre résultat comme vous avez envie. Je vais mettre ça comme ça. Clac. Ici, mes nuages de tags, je vais les mettre plutôt comme ça. Je vais mettre ici. Voilà. Et puis mes résultats à cet endroit-là. Ok, donc vous organisez votre dashboard comme vous le souhaitez, ici. Et puis vous sauvegardez ce dashboard, et là vous avez ensuite quelque chose qui va être utilisable par vos utilisateurs finaux, final. Alors j'ai déjà, et vous sauvegardez. Moi j'ai déjà sauvegardé un dashboard. Donc je vais retourner dans les dashboards, et je vais réouvrir le dashboard que j'avais déjà pré-fabriqué. J'ai fait un certain nombre de visualisations. On va voir ici, le temps qu'il arrive, voilà, les personnes par sexe. Ici, j'ai sur l'axe des X, j'ai la c'est les années de naissance. Et puis, donc j'ai le nombre d'individus par naissance. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs dans le fond. J'ai une couleur rose, une couleur bleue. C'est splitté homme-femme. Et aussi, la taille de la balle est fonction du nombre moyen d'enfants. Ici, on voit que sur une balle,
j'ai 1,995 enfants en moyenne. Ben ça, c'est exactement ce que vous visualisez. C'est le résultat des agrégations que j'avais faites tout à l'heure en JSON. Histogramme de date, splitté homme-femme, âge moyen des enfants. C'est exactement ce que vous voyez à cet endroit-là. Il y a une question, est-ce que Dataiku Science Studio versus Elasticstack, est-ce que c'est différent, complémentaire ou concurrent? Je n'en ai aucune idée, je ne connais pas Dataiku Science Studio. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Ici, d'autres types de visualisation. Ici, mon nombre total d'individus. Ici, je vois que je fais aussi du géoclustering côté backend. Donc, ce que j'avais montré dans 1 million tweet map ici, je le vois ici sous une autre forme. Ici, j'ai fait des heatmaps où en fonction du niveau de zoom, voilà, il me représente mes heatmaps. Ici, c'est en fonction des codes ISO, donc c'est plutôt du vectoriel qu'on voit ici. Un nuage de tags, ce que j'ai vu, et puis mes résultats dessous. Donc, c'est différentes visualisations que j'ai faites. Et donc, je peux chercher, comme tout à l'heure, mes Joe, mes fameux Joe. Maintenant, je vais avoir une idée exacte de tous mes Joe. Non, ça met un petit peu de temps, là, ça devrait être plus rapide, voilà. Mais 1518 Joe, ma distribution homme-femme, je vois que j'ai 401 femmes et 1117 hommes. La répartition qu'on a vue tout à l'heure, etc., etc. Je sais que des Joe en France, j'en ai 365, par exemple, etc., etc. Et voici les Joe en question. Donc là, je vois de l'information qui est utile. On peut aller explorer quels sont les Joe qui sont des femmes. Donc si je clique sur le camembert ici, je rajoute un filtre, on voit ici, et du coup, je fais de la navigation par facette. C'est ce qu'on voit souvent sur les sites marchands quand on cherche des produits d'ailleurs. Il y a une question sur les concurrents d'Elasticstack. Je vais garder cette question pour la fin. Si jamais je n'y ai pas répondu, je l'ai oublié, mais j'espère que je ne l'oublierai pas. J'y répondrai tout à l'heure. Donc là, je vois que les Joe qui sont des femmes. Et je vois que Joe, c'est le nom de famille. Donc voilà, mon injecteur, finalement, il n'y a pas que des bugs, il se comporte correctement. Je peux poser d'autres questions. Je peux dire, trouve-moi quelles sont toutes les femmes. Donc mes 509 000, j'espère. Voilà. Je veux voir quelles sont les femmes nées dans les années 70. Donc là, il m'a rajouté une sélection sur les dates. Ok, je vois ceux qui vivent en France. Donc je rajoute ici une sélection. Donc je vais voir plus que ceux qui vivent en France. Ok, je vais voir ceux qui vivent à Cergy. Donc je suis en train de naviguer dans ma donnée. Ok. Puis je peux zoomer. Alors là, j'utilise une fonctionnalité de Kibana qui s'appelle Kibana Maps, qui vous permet, en fonction des niveaux de zoom dans lesquels vous êtes, d'afficher des couches différentes, et des couches d'ailleurs qui peuvent venir d'index différents. Donc vous pouvez croiser des données qui viennent de différents index sur la même map. Ça, c'est assez puissant. Donc là, voilà le nombre de femmes nées dans cette période de temps qui vivent aux alentours de Cergy-Pontoise. Donc je vais zoomer encore. Je vais zoomer. Le rendu est un petit peu lent, mais c'est comme tout à l'heure, hein. Pas mal de lenteur à cause de mon zoom qui tourne en tâche de fond. Là, vous allez voir que j'ai fait du random dans un rectangle. Voilà, autour de Cergy, mon injecteur, il fait vraiment du random dans un rectangle. Et moi, j'ai dit que j'habitais quelque part par ici. Ouais, j'habite ici, précisément. Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vois que dans ce quartier-là, j'ai 15 personnes qui correspondent. Je peux faire des choses du style, dessine-moi une forme géométrique, ici, tac, pour voir toutes les femmes nées dans les années 70 qui vivent dans mon quartier finalement. Okay, donc je suis en train de refaire Mythique, hein, c'est ce que je suis en train de faire. Et ici, j'ai la liste des personnes qui correspondent. Et ici, comme ma femme utilise le même service que moi, je vais même faire un truc, je vais dire non, tu vas exclure ces résultats, c'est-à-dire que tu vas prendre Cergy, mais pas les voisines directes, parce qu'elles sont dans le quartier, etc. Tu vas prendre voilà, celles qui sont à l'extérieur. Donc j'ai fait un trou dans ma map, et voilà, et je retrouve du coup les résultats que je cherche.
Ce que je veux vous montrer avec cette histoire, c'est que, encore une fois, je n'ai pas préprogrammé des choses ou quoi que ce soit, j'ai juste interrogé Elasticsearch au moment où j'avais besoin de l'interroger et de lui poser des questions, avec les agrégations qui sont disponibles dans le moteur. Voilà, j'espère que ça va jusque-là. Il nous reste 15 minutes. Donc je vais vous montrer autre chose, à moins qu'il y ait des questions sur cette partie-là. En tout cas, s'il y a des questions sur cette partie-là, vous allez pouvoir me les poser, ou vous les poserez après. Je vais vous montrer une autre partie un peu plus technique, qui est la partie monitoring. Ah, on a dépassé le temps imparti, me dit Sébastien. D'accord, je pensais qu'on allait jusqu'à 14 heures en fait. Ah, c'était 12h30, 13h30, d'accord. Donc je ne vais pas vous montrer la partie monitoring. Je vous aurais montré sinon la notion de shard, etc. Juste finir. Sauf si, excuse-moi de t'interrompre, du coup, comme c'est super intéressant, sauf si tout le monde est OK pour aller jusqu'à 14 heures, et dans ce cas, Ouais, bah, laissez votre avis si vous voulez qu'on continue peut-être un pouce. ou pas. Si on a Sinon, deux moi, OK. je passe. On a Ok, deux deux OK. ok. Deux ok. Donc, je continue. Ah, c'est la fête. C'est la fête. Donc, partie monitoring. Sur ce qu'on voit ici, le monitoring, c'est en fait c'est le monitoring de la stack élastique elle-même. J'ai donc ce qui tourne en ce moment sur mon cluster, j'ai un Elasticsearch et j'ai un Kibana. Je vois que j'ai 3 nœuds Elasticsearch. Si je clique là-dessus, vous allez voir de l'information. Voici les 3 nœuds qui tournent. Et si je clique sur un des nœuds, par exemple, je vais avoir de l'information sur l'usage de la JVM, l'usage CPU. Bah là, c'est sans doute quand j'ai fait de l'indexation tout à l'heure. Voilà, différents types d'informations qui peuvent être utiles. Dans mon cluster, j'ai aussi autre chose. J'ai aussi des index. Et là, c'est ce qui va m'intéresser. Et j'ai notamment 2 index qui ont été créés. Un index qui s'appelle personne et un index qui s'appelle ville. Si je regarde l'index personne, j'ai 1 million de documents, c'est ce que j'ai vu. On voit qu'effectivement, j'ai indexé tout à l'heure mon million de documents et je vois que la vitesse d'indexation, c'était à peu près 12 000 documents par seconde. C'est la vitesse à laquelle j'étais en train d'indexer. Sébastien, pour information, tu m'as écrit en privé, alors que c'était à tout le monde que tu voulais écrire. Et on voit mon million de documents qui a été créé. Et pareil, mes recherches, etc. Mais ce qui m'intéresse dans cette vue, c'est la partie que j'ai en bas. En fait, j'ai une notion de shard. Les shards, c'est quoi? Ce sont des partitions. En réalité, mon index, qui s'appelle personne, je l'ai découpé en 5 shards. Alors, on va considérer que les shards primaires pour l'instant, ceux qui sont en bleu. Et ces shards-là, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des instances de Lucene. Au lieu d'avoir un seul moteur de recherche qui tourne pour gérer mes personnes, en réalité, j'ai 5 moteurs de recherche en parallèle. J'en ai un qui est ici, le 0, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc j'ai ces 4 index qui tournent en parallèle. Quand j'indexe un document, le document va aller soit dans le shard 0, soit dans le shard 1, soit dans le shard 2, soit dans le shard 3, soit dans le shard 4. Donc j'ai à peu près 200 000 documents dans le shard 0, la distribution est plutôt bien faite. J'en ai 200 000 sur le shard 1, etc., etc. Et vous avez vu tout à l'heure, quand on a exécuté des recherches, on ne s'est pas posé ce genre de questions, on a juste posé une question à Elasticsearch. Et en réalité, Elasticsearch, il a exécuté les recherches et calculé les agrégations sur ces 5 shards en parallèle, il a ramené tout le résultat, il a tout trié, etc. Et de façon à ce que ça ne se voit pas pour le lecteur final, pour le développement. Mais derrière, il y a un peu plus de complexité que tout ça. Chaque shard, par défaut, Elasticsearch propose d'avoir un réplica pour chacun des shards primaires que vous avez dans votre cluster. Donc ici, c'est ce qu'on voit en vert. Le shard 0, ici, le primaire, en réalité, il a un réplica qui est alloué sur un autre nœud, ici sur le deuxième nœud. Pareil pour le shard 1 primaire, il a son réplica qui est de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réplica contient exactement les mêmes données que le primaire. Ça permet de faire quoi, ça? Ça permet de faire plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet de tuer éventuellement cette machine. Si jamais cette machine, pour une raison ou une autre, disparaît, ben c'est pas grave, j'ai quand même toutes les données à côté, je suis quand même toujours capable d'exécuter des recherches ou des indexations. Les shards réplicas vont devenir primaires, ils vont être
ils vont avoir une promotion, et c'est tout ce qui va se passer, et on sera capable de continuer le service. Et quand le nœud va revenir, tout va se resynchroniser, et tout sera à nouveau opérationnel correctement. Donc ça vous permet de gérer la panne, typiquement. Ça permet aussi autre chose, c'est comme les réplicas sont une copie parfaite d'une primaire, bah, en réalité, plutôt que d'exécuter sans arrêt les recherches sur les mêmes shards que les primaires, Elasticsearch va passer son temps à distribuer la recherche et distribuer la recherche sur les shards. Donc, si vous aviez ici 10 nœuds démarrés dans mon cluster, vous verriez que, en gros, vous avez un shard alloué pour chacun des nœuds. Ben, la distribution de ma recherche serait assez équitable sur l'ensemble des nœuds physiques que j'ai. Voilà un petit peu ce qui se passe en tâche de fond dans Elasticsearch. Vous voyez, cette notion de shard. Donc, par défaut, dans les dernières versions d'Elasticsearch, on vous alloue un seul shard primaire avec un réplica. C'est des valeurs que vous pouvez changer quand vous créez votre index. Je ne vais pas en dire plus sur la notion comment ça s'appelle, d'analyse de texte, etc. S'il y a des questions, on pourra couvrir ça par la suite. Je vais juste vous dire 2-3 mots au final sur un certain nombre d'informations que j'ai à rajouter. Donc, on a rajouté, pour ceux qui font du Kubernetes, le support de Elastic Cloud sur Kubernetes. Donc, vous avez un accès à des outils de déploiement assez automatisés, les montées de version, les rolling upgrades dont j'ai parlé. Bah, si vous faites du Kubernetes, tout ça, vous pouvez en bénéficier gratuitement. On a la solution SIEM dont je vous ai parlé, qui est disponible gratuitement. Alors, c'est quoi le truc derrière? C'est que certes, vous avez un outil qui permet de faire de l'analyse un outil d'enquête sur une notion de sécurité. Si vous voulez faire de la détection automatique d'anomalie, ça passe machine learning dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est évidemment couplé avec SIEM aussi. Et si vous voulez activer cette fonctionnalité, bah là, il vous faudra une licence payante. Mais globalement, déjà, avec SIEM, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses gratuitement. Au niveau de la sécurité, on a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Endgame aussi, qui permet de sécuriser des points terminaux, c'est-à-dire des laptops en fait dans une entreprise, et qui permettent de collecter de l'information, d'envoyer tout ça dans Elasticsearch. Il y a une application Endgame qui existe et qui vous permet de voir ah tiens, il y a un utilisateur qui a ouvert une pièce jointe vérolée, ça a fabriqué, ça a appelé run32.dll par exemple, ça a fabriqué un bout de code qui s'est exécuté, qui a envoyé un email, qui a fait un appel, je sais pas, SMTP à tel service, etc., etc. Et vous avez une trace complète. Et surtout, ça vous permet d'isoler aussi les machines qui sont défectueuses, les isoler du réseau, tout en étant capable, vous, en tant qu'utilisateur de la sécurité, de quand même continuer votre investigation. C'est très utile. Ça, c'est bien sûr sous licence payante et commerciale, ce truc-là. Alors, quelques petits mots sur les utilisateurs. Si vous utilisez GitHub, ce qui doit être votre cas, vous faites des recherches sur des milliards de lignes de code en quelques millisecondes, bah, c'est Elasticsearch qui vous répond derrière. Si vous utilisez Wikipédia, vous faites une recherche en haut de Wikipédia, bah, c'est Elasticsearch qui vous répond aussi. Si vous utilisez Stack Overflow, dans mon cas, vous faites une recherche dedans, c'est Elasticsearch qui vous répond. Le petit robot qui est sur Mars, il envoie tous les jours ses métriques dans un cluster Elasticsearch, et avec ça, ils essayent d'optimiser les missions et la batterie notamment. Ils essayent d'optimiser les missions en termes de batterie, et grâce à ça, ils ont plein d'autres cas d'utilisation. Verizon, ils indexent plus d'1 million de documents par seconde. Ils ont un cluster avec plus de 1000 milliards de documents. Enfin, c'est des trucs qui commencent à devenir très volumineux. On est au courant qu'il y a aussi un utilisateur qui, je ne connais pas son nom, mais qui indexe plus de 10 millions de documents par seconde dans un cluster Elasticsearch. Donc évidemment, il est hautement tuné, il y a énormément de travail derrière, mais pour vous dire que ça peut monter à l'échelle. Si vous utilisez Uber, c'est pareil, Uber a partagé avec Elastic et lors d'une conférence Elasticon leur utilisation, donc il y a les vidéos qui sont en ligne. Ils font des petites grilles, ils font des petits polygones autour de vous et des drivers potentiels. Et grâce à ça, ils cherchent ils indexent tout ça dans Elasticsearch et grâce à ça, ils cherchent les drivers qui sont autour de vous
et ils vous recommandent ils mettent en relation les drivers et vous grâce à Elasticsearch. Ils ont plein d'autres cas d'utilisation, par exemple. Yelp, j'en ai parlé tout à l'heure, la recommandation, c'est pareil. Alors ça utilise une couche qui s'appelle AppSearch, qui est disponible gratuitement, que vous pouvez déployer sur vos clusters Elasticsearch et qui est maintenant, depuis 2-3 jours, je crois, dans cloud.elastic.co, qui vous permet d'avoir un Elasticsearch grandement simplifié avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est plus Elasticsearch avec lequel vous parlez, c'est AppSearch. Et ça vous permet d'avoir de l'autocomplétion, ce que vous voyez ici, de la suggestion, la possibilité de mettre en avant certains hits plutôt que d'autres parce que vous voulez faire des campagnes marketing sur certains hits, vous rendre compte que, par exemple, il y a vos utilisateurs, ils cherchent sur certains mots-clés et il n'y a aucun résultat, collectez cette information, c'est collecté dans AppSearch et vous avez des tableaux de bord et ensuite ça va vous permettre de dire « Ah, j'ai peut-être besoin de rajouter des synonymes sur telle chose pour être capable de trouver que je sais pas, nouilles chinoises, c'est équivalent à un restaurant japonais, par exemple, ou restaurant chinois, et être capable de proposer quand même du résultat. Si vous avez eu un jour à traiter ça dans Elasticsearch, vous savez que vous devez tout réindexer vos données. Là, AppSearch va vous proposer de faire ça en tâche de fond. Il fait pour vous et automatiquement, une fois que ça sera disponible, la réindexation, il va switcher ce qu'on appelle un alias et faire tout ça, c'est automatisé. Donc AppSearch, très pratique pour vraiment aller très très vite à implémenter une solution de search, vraiment une solution de search. Si vous utilisez Tinder, généralement, là je demande dans les BBL qui utilise Tinder et personne ne lève la main, mais si vous utilisez Tinder et si vous avez un match un jour, vous penserez à nous, vous direz « Ah, merci Elastic, grâce à toi, on a trouvé un match ». Quelques références françaises, alors Mythic, pareil, hein, si vous utilisez Mythic, même chose. Si vous utilisez Deezer, quand vous cherchez un morceau de musique sur Deezer, c'est Elasticsearch qui vous répond. Le moteur de recommandation de Canal+, il utilise Elasticsearch derrière pour vous proposer des recommandations. Chez Orange, il y a tout un tas de cas d'utilisation. Également, voilà, covoiturage.fr, les banques, les assurances, tout ça, c'est en gros dans tous les verticaux, vous avez de l'Elasticsearch. Parler juste un petit moment des anges de la télé-réalité. Parce que j'avais été en contact fin 2012 avec quelqu'un qui a implémenté Elasticsearch sur le forum des anges de la télé-réalité. Et il m'a dit, en fait, j'ai choisi Elasticsearch parce qu'entre le moment où j'ai démarré mon projet et le moment où je suis parti en prod, il s'est passé une demi-journée de travail. Pourquoi ça a été aussi rapide? C'est parce que les API que vous avez vues, elles sont très très simples à exploiter. Hein. Je voyais tout à l'heure dans les commentaires, c'est même trop simple. Ouais, effectivement, c'est super simple. Et lui, dans son forum, il avait 3-4 000 documents à tout casser. Donc, il a choisi Elasticsearch, alors qu'on associe souvent Elasticsearch avec le big data. Et ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que si vous avez un faible volume de données, ça peut quand même vous servir sur beaucoup de choses, tellement la recherche est facile à mettre en place. Donc voilà, même si vous avez du faible volume, moi je vous recommande de l'utiliser, une fonction de recherche à développer, avec plein de choses qu'on n'a pas vues, comme de la recherche floue, la possibilité de mettre des synonymes, etc. etc. Si vous faites quelque chose avec Elasticsearch en particulier, partagez-le avec nous, partagez-le sur Twitter. Si vous utilisez le hashtag ElasticStories, nous, on va retweeter ce que vous dites et puis on va éventuellement vous proposer de faire des articles de blog, venir à nos meet-up. Moi, je cherche des gens pour venir parler à nos meet-up. Je vous ai parlé des trainings, je ne vous en reparle pas maintenant. Et un dernier mot, c'est, voilà, on a un meet-up qui s'appelle Elastic Affaires. Si vous allez sur cette page-là, vous pourrez rejoindre nos meet-up, c'est toutes les 6 semaines à peu près. Le prochain, il y en a un chez Orange, exceptionnellement le 28 février, si ma mémoire est bonne. Et il n'a pas encore été annoncé, mais il sera prochainement annoncé. Et il devrait y en avoir un le 5 mars aussi. Et j'espère que ce sera chez Elastic, mais ça, c'est pas encore sûr, à Paris. Donc rejoignez-nous et surtout si vous avez des talks, si vous avez des sujets que vous voulez proposer, si vous voulez rencontrer la communauté, bref, vous pouvez en discuter avec moi. Je serais ravi d'avoir des nouveaux speakers et speakeuses. Avis à vous, mesdames.
Voilà, si vous avez un cas d'utilisation à partager, c'est très détendu, il n'y a vraiment pas de pression, tout le monde est hyper bienveillant et le but c'est vraiment que voilà, les gens viennent partager leur histoire. Je me suis pris les pieds dans le tapis parce que j'ai mal fait mon mapping dans Elastic, et voilà ce que j'ai appris de ça. Voilà, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, au choix. Et on a un forum en fait, enfin, qui s'appelle discuss.elastic.co. Dans lequel vous allez trouver, donc il y a une partie en anglais et aussi une partie en français. Donc pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours poser vos questions en français. Mais sinon, les ingénieurs élastiques, d'une manière générale, répondent sur tous les sujets. Et vraiment, c'est un très très bon moyen de vous aider à obtenir une sorte de support, sans SLA évidemment. C'est le principe des forums, que ce soit de nous ou de la communauté. La communauté est aussi très très active là-dessus. Voilà, j'ai fini ce que je vous racontais. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je crois que tu en avais une en suspens sur Ah oui, les les concurrents. concurrents. Merci. Oui. Merci de me le rappeler. Donc, quels sont les concurrents d'Elastic? Alors, ça dépend du cas d'utilisation. Je dirais que pour ce qui est de data analytics, enquête de sécurité, etc., ce qu'on voit souvent, c'est Splunk en face. Alors moi, je ne suis pas dans la partie commerciale, donc je ne suis pas hyper bien placé, hein. Splunk étant, je dirais, uniquement commercial. Donc, enfin, moi, je ne vois pas beaucoup, mais je entends beaucoup parler dans les BBL. Donc, on voit énormément de gens qui migrent de Splunk vers Elasticsearch. Alors la question, Solar, est-ce que Solar est concurrent? Alors oui, Solar est concurrent sur le use case du search en particulier. En réalité, en France, ça fait longtemps pour moi que je ne le vois plus. Enfin, j'ai rarement entendu parler de cas où Solar est choisi pour un nouveau projet. Solar fonctionne très bien, ça utilise Lucene derrière aussi, ils se sont vachement améliorés sur la distribution des résultats, voilà, c'est efficace ce qu'ils font. En gros, moi, mon conseil, c'est si vous avez aujourd'hui un projet sur Solar, bah, surtout gardez-le, s'il fonctionne, restez comme ça. Si vous avez une grosse demande d'évolution, bah, profitez-en pour migrer sur Elasticsearch, ça va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et si vous avez un nouveau projet qui démarre, évidemment, prenez Elasticsearch. Voilà. Faites une petite comparaison sur Google Trends, enfin pas Trends, ouais, si, Google Trends entre Solar et Elasticsearch. Vous verrez la réponse à cette question. Moi, je dirais pas que... Non, la remarque, c'est Solar est largement moins performant, je dirais pas ça. Sur du full text search pur, derrière, et sur un seul shard et sur un seul nœud, derrière, c'est Lucene qui tourne, et donc, autrement dit, c'est la même version de Lucene qu'on a des deux côtés, et je pense qu'on aura la même performance, et même voire dans quelques cas, très à la marge, Solar peut être plus performant sur certains use cases. Donc, je ne serais pas ouais, extrême. Effectivement, sur les gros volumes, la force d'Elasticsearch, c'est sa capacité à distribuer le volume sur plein de shards, et il a été conçu de base pour ça. Sur Solar, la distribution, c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite. Donc, voilà, nous, je dirais, c'est d'abord un système distribué avec une implémentation qui est Lucene, et Solar, c'est l'inverse, c'est d'abord une implémentation Lucene, et après, il y a une couche de distribution au-dessus. C'est pour ça qu'il y a cette différence. Sinon, ce qu'on voit, c'est dans le monde relatif à AppSearch que j'ai expliqué tout à l'heure, où on a une autre offre qui s'appelle SiteSearch qui va crawler un site web et faire tout ça. Le concurrent qu'on va trouver, c'est Algolia, voilà, qui offre sa version SaaS. Bon, bah, nous, on a une version, je dirais, gratuite, quelque part, d'Algolia avec AppSearch. C'est ce qu'on a. Alors, Quant, Quam CI, je pense, c'est ça la question, Olivier? Quam utilise Elasticsearch derrière. Donc, il y a un excellent meet-up qui avait été fait par Yvan de chez Quam, où ils font de l'enrichissement des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui naturellement sur de la donnée textuelle et mettre un peu plus de sémantique, j'allais dire, derrière tout ça. Donc, mais Quam utilise Elasticsearch derrière, hein, son moteur de recherche, c'est Elasticsearch. Et ils l'ont dit encore dernièrement, ils ne s'en sortent que parce qu'il y a Elasticsearch derrière et parce qu'Elasticsearch est capable de traiter des gros volumes de donc ils arrivent à le fournir.
Voilà à peu près pour les concurrents auxquels je pense, euh, comme ça implicitement. Ah, sur la PM, évidemment, après on va avoir d'autres personnes, les classiques de la PM. Voilà. Le truc, c'est qu'on n'a pas, à ma connaissance, de concurrent qui est capable de tout faire comme on le fait aujourd'hui. Voilà, New Relic, peut-être. Ouais. C'est pas des outils que je connais, hein, que je pratique, donc sans doute, oui. Après, nous, comme on est capable de centraliser des informations de différentes sources, que ce soit de l'APM, des logs, de l'infrastructure, même du search, ça vous donne des capacités d'utilisation via le même outil de faire des choses complètement croisées. Et c'est ce qui est sympa d'ailleurs avec notre application SIEM, c'est que du coup, avec différentes sources de données, des sources assez hétérogènes, on arrive à avoir une vision complète de ce qui est en train de se passer sur la prod, aussi bien aller chercher dans des logs de prod en mode full text que d'avoir des analytiques sur l'usage de CPU au cours des 15 dernières minutes, quoi. Donc c'est vraiment, tout ça est complet du coup. Donc, sur cette offre globale, je suis pas sûr qu'on ait vraiment de concurrents. Alors, il est 14 heures passées. Ouais. Je Je ne sais réponds pas à la s'il y a dernière encore question. Ouais, l'APM est compris dans le package gratuit, du coup c'est ça, oui, tout à fait, dans la version basique. Ok, du coup, je pense qu'on va arrêter là. Sinon, on est Ouais. parti, je pense, à la fin de l'après-midi parce que c'est trop intéressant. Si vous avez d'autres Et- questions, Twitter, Dadouné, si vous avez des questions à propos de cette session, je serais ravi de vous répondre.